Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à cette nouvelle édition digitale de l'Open de l'International. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Foulquier et Richard Forest. Le premier occupe le poste de chef de bureau du développement des PME de défense à la DGA. Et le second dirige Sierre à Lorient, qui conçoit et fabrique des semi-rigides sur foil pour les marchés civils et militaires. Pierre Foulquier va nous dire pourquoi le développement export des PME duales est essentiel pour la DGA et comment elle y contribue. Et Richard Forest partagera ensuite avec vous son expérience d'entrepreneur dans ce contexte. Vous pourrez bien sûr poser vos questions tout au long du webinaire, qui dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, et les réponses seront apportées à la fin du webinaire. Voilà, Pierre, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes de notre activité à la DGA d'abord. Dans un premier temps, je souhaite un petit peu vous faire une présentation de qui on est. J'imagine que certains d'entre vous le savent, mais ça peut être intéressant de rappeler pourquoi la Direction générale de l'armement s'intéresse d'une part aux entreprises qui sous-traitent pour les grands industriels de l'armement, les PME, les CTI, et en quoi leur capacité à exporter est importante pour nous côté État français. Alors, on passera aussi en vue de notre point de vue, qu'est-ce qui est important à retenir en termes d'atouts de ces entreprises de défense, en tout cas les PME. On a aussi notre partenariat avec BCI fait ressortir cette année en particulier des points clés qu'on vient de partager ensemble. Qu'est-ce qui est un préalable à une démarche d'export, en tout cas dans le secteur de la défense. Et puis, on passera un petit peu de temps quand même sur les dispositifs nationaux du ministère des Armées et de la DGA en particulier, qui sont mis à disposition des entreprises, à des PME, pour faciliter ces démarches à l'export. Je passerai ensuite le relais au directeur général de Sierre, Richard Forest, qui évoquera un petit peu son retour d'expérience et puis témoignera sur un des programmes d'accompagnement que la DGA a mis en œuvre en région avec, en l'occurrence, BCI. Alors d'abord, notre mission et nos missions fondamentales à la DGA, la DGA, c'est un des 3 piliers du ministère des Armées, aux côtés du chef d'état-major et des armées qu'il conduit, et puis du secrétariat général pour l'administration qui fait tourner notre grande administration, justement. La DGA, elle a différentes missions. D'abord, équiper les forces de la manière la plus indépendante possible. Alors, le terme à la mode en ce moment, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qui conduit la politique industrielle de l'armement de la France depuis l'après-guerre et la décision du général de Gaulle de faire en sorte d'avoir le maximum d'indépendance industrielle. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit également anticiper sur les menaces de demain. Donc, une des missions phares de la DGA, c'est aussi préparer et imaginer le futur des systèmes de défense. Et tout ça, ça peut se faire de plus en plus dans un cadre européen. C'est aussi pour ça que dans nos missions sont ancrées, depuis très récemment d'ailleurs, la promotion des coopérations industrielles à l'échelle européenne. On en reparlera certainement un petit peu plus tard. Le soutien des exportations, il y a toute une direction chez nous qui est en charge de ça. Elle s'appelle la direction du développement international. Donc, elle s'occupe majoritairement des grandes opérations d'exportation, mais derrière aussi de tout l'écosystème industriel qui peut être amené à être tiré par une grande opération d'exportation, comme peut être, par exemple, la vente de Rafale dans un pays comme l'Inde. Notre ADN aussi, c'est évidemment de transformer le ministère des Armées. Alors, c'est un sujet qui est complètement transversal. Les grandes directions du ministère des Armées sont là aussi pour soutenir la transformation du ministère. Mais là, déjà, c'est très prégnant, notamment parce que dans la manière de conduire nos opérations d'armement, on a récemment modifié certaines manières de procéder qui font que nos grandes opérations d'armement, conduit la direction des opérations chez nous,
ont été légèrement revus pour notamment être capables d'intégrer régulièrement tout au long du cycle de vie de ce programme des innovations qui peuvent être captées dans l'écosystème. Donc ça, c'est un point très récent, mais c'est illustratif aussi de notre capacité à faire évoluer nos méthodes et procédures de manière à nous adapter à notre écosystème. Donc les PME, les ETI, dans tout ça, elles sont au cœur de tout cet écosystème industriel qu'on appelle la base industrielle et technologie de défense. Pourquoi? Parce que la DGA fait faire ces systèmes à des grands industriels de l'armement, que sont Thales, Naval Group, Dassault, Arcus, Nexter, etc. Ce sont des industriels qui portent une responsabilité énorme, celle d'assembler, de constituer de manière cohérente des systèmes d'armes. Et pour ça, ils s'appuient sur tout un réseau, un écosystème industriel constitué de PME et d'ETI, avec laquelle la DGA contractualise rarement en direct, mais néanmoins qui apporte une grande partie de la valeur de ces systèmes d'armes. Ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle la DGA est sous l'impulsion de la ministre des Armées, a inscrit dans ses prérogatives, et c'est une tâche qui est dévolue au service des affaires industrielles et de l'intelligence économique auquel j'appartiens, la mission de soutenir le développement en particulier de ces PME de défense qui, encore une fois, interviennent comme sous-traitants de nos grands donneurs d'ordre industriels et qui apportent une grande partie de l'innovation et donc de la valeur de ces systèmes. Donc pour ça, on a un cadre administratif, puisqu'on reste quand même une maison très administrative, donc ce qu'on appelle une instruction ministérielle qui s'appelle Action PME, et qui finalement cadre un certain nombre d'objectifs et de tâches qui sont dévolues à différentes entités du ministère des Armées, mais notamment et surtout à la Direction générale de l'armement. Et donc ce cadre législatif, si j'ose dire, Action PME, il est représenté par le schéma qui est à droite, avec différentes missions génériques. D'abord, être très en contact avec les entreprises en question. Et ça passe notamment par donner de l'information au travers de sessions d'information collective. Ça peut être ce qui illustre, par exemple, ma participation aujourd'hui à l'événement de BCI. On a différents outils et leviers pour soutenir et aider à soutenir le chiffre d'affaires dans certains cas. Et Dieu sait si ces dispositifs ont été utilisés l'année dernière lors de la crise pour essayer d'amortir les effets très court terme de la crise 2020 qui a succédé à la crise sanitaire auprès d'entreprises qui étaient particulièrement importantes pour nous. Et donc, on a aussi parmi différents leviers la possibilité, on va en parler plus tard, de soutenir le fonctionnement, c'est-à-dire typiquement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la prospection commerciale, typiquement, ce sont des actions sur lesquelles on peut aider et épauler certaines entreprises. Soutenir l'accès aussi à l'export et à l'Europe. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il était important qu'on intervienne aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est une priorité de la DGA dans son ensemble, mais opérationnellement, il peut y avoir besoin, au cas par cas, de soutien sur certaines démarches export des entreprises qui sont qui ne savent pas à quelle porte taper, et puis surtout comment bénéficier de tel ou tel dispositif financier, notamment. Soutenir l'innovation et la dualité, donc c'est plutôt quelque chose qui est dévolu à l'Agence Innovation de Défense. Et Richard en reparlera peut-être un peu, avec des outils, encore une fois, de soutien à l'innovation, de soutien à la captation d'innovations issues du civil qui peuvent présenter un intérêt pour le monde de la défense. Alors, pourquoi la DGA particulièrement s'intéresse à cette dominante export pour ces entreprises de la BITD? D'abord parce que fondamentalement, cette base industrielle et technologique de défense, elle est duale. C'est-à-dire qu'il est très rare qu'il y ait une entreprise aujourd'hui qui soit exclusivement, dont les revenus soient exclusivement basés sur la commande militaire.
le portrait robot d'une entreprise de la BITD, c'est plutôt une entreprise qui a 70%, entre 60 et 70% de son chiffre issu du civil, qui a acquis un savoir-faire néanmoins grâce à la commande militaire, et plutôt la commande militaire française. Cette expertise, ces savoir-faire sont mis à profit, au profit de clients civils, mais elle demeure avec un tropisme défense et c'est pour ça qu'elle est pleinement dans la BITD. Donc ce côté dualité, d'une part, ça permet quand même d'avoir certaines perspectives, notamment sur des commandes extérieures au domaine national. Néanmoins, on est quand même soumis, quand on est une entreprise de défense, aux fluctuations de la commande du ministère des Armées. Alors, c'est vrai qu'en France, on a une chance qui est que la commande militaire est cadrée par la loi, ça s'appelle la loi de programmation militaire, donc qui sanctuarise des budgets. Néanmoins, malgré cette sanctuarisation, il peut y avoir des années ou des cycles plus précisément, où on a une commande plus faible que dans d'autres périodes plus fastes. Et donc, notamment quand on est une PME, il est important de pouvoir adapter son carnet de commandes et avoir des leviers de croissance ailleurs, évidemment, que dans le cadre de la commande domestique, de manière à pouvoir avoir un plan de développement qui soit conforme et qui ne soit pas erratique. Et donc, ce développement, il passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par adresser peut-être un peu plus de civils quand les temps avec le Chidac, les temps côté défense sont un petit peu compliqués. Et puis aussi, et surtout, on peut aussi passer par la conquête de marchés export défense ou civil, mais en tout cas, on a une marque, et je vais en parler juste après, on a un savoir-faire et quasiment une marque de fabrique quand on est issu de la BITD, ou en tout cas quand une partie de nos savoir-faire sont issus de la commande domestique de défense. Et ce savoir-faire et ces assets, ils sont tout à fait audibles sur les marchés export. Et donc, la conquête d'opportunités à l'export, elle peut être totalement naturelle et peut passer par justement une assise forte sur le fait qu'on est un fournisseur du ministère des Armées, que ce soit de manière directe, mais surtout dans le cadre des PME de manière indirecte. Alors, de notre point de vue, côté direction générale de l'armement, qu'est-ce qui fait les atouts des PME et des ETI qui constituent une grande partie de la BITD aujourd'hui? D'abord, surtout quand on a commencé son activité au travers de commandes militaires françaises, on a été tiré par un niveau d'exigence très élevé. C'est très le cas évidemment dans l'aéronautique militaire, ça peut être le cas pour les électroniciens. Peut-être que Richard nous évoquera son parcours avec les forces militaires bretonnes avec lesquelles il collabore, mais ce sont en général, que ce soit au travers du dialogue avec les opérationnels ou au travers du dialogue avec les donneurs d'ordre industriels, il y a un niveau d'exigence qui fait qu'on est quand même obligé d'être excessivement rigoureux. Et donc, ce savoir-faire que l'on acquiert, c'est un atout, notamment quand on compare notre niveau d'excellence, quand on raisonne de manière macroscopique, avec ce qui peut se faire dans d'autres pays. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un excellent comparateur, c'est le Fonds européen de défense, puisque on a les premiers résultats des compétitions. Et le Fonds européen de défense sont des appels à projets. Et donc, tout le monde tente sa chance. En tout cas, toutes les BITD locales tentent leur chance. Et quand on voit pour l'année 2020 le résultat des entreprises françaises dans cette compétition européenne, d'où sont exclus tous qui ne sont pas européens, les Américains, les Chinois, les Russes, les Israéliens, toutes ces entités-là, tous ces intérêts-là sont exclus, donc on se retrouve entre Européens, et donc ça constitue quand même un comparateur intéressant, et on voit quand même que les entreprises françaises, dans cet écosystème-là, tirent leur épingle du jeu, justement parce que leur niveau d'excellence est quand même très élevé, et donc c'est rassurant aussi pour l'avenir. Ce qu'il faut garder en tête quand on est une PME de défense aussi, c'est qu'on a
des dispositifs nationaux conduits au sein du ministère des Armées, que ce soit l'Agence Innovation de Défense, lorsqu'il s'agit du soutien à l'innovation, et puis à la DGA, lorsqu'il s'agit du développement économique en tant que tel, une fois qu'on est installé dans la BITD. Il existe des dispositifs nationaux, financiers, mais pas que, qui permettent quand même d'avoir aussi des assises sur lesquelles se reposer lorsqu'il s'agit d'aller prospecter, notamment à l'international. Et puis, dernier point en termes d'atouts, c'est que je parlais de dualité d'un point de vue industriel. En fait, c'est juste un rappel, mais cette dualité, elle est naturelle. Très souvent, quand vous faites de l'électronique, des cartes électroniques pour un Rafale, il y a une très forte probabilité que ces mêmes cartes puissent intéresser d'autres use cases dans le civil. Et si en plus vous avez, grâce à ce niveau d'excellence et le niveau d'exigence dont je parlais tout à l'heure, une capacité à faire ces cartes avec un certain niveau qualitatif par rapport à d'autres concurrents, vous êtes quand même dans une position de force. Alors néanmoins, nos travaux récents avec Bretagne Commerce International l'ont montré. Hein. Quand on est une PME française qui a une partie de son chiffre d'affaires issu du monde de la défense et qui cherche à adresser l'international, en général les entreprises assez jeunes, il y a quand même quelques points clés au préalable qu'il faut regarder de très près. Alors ça peut paraître des lieux communs, ce que je vais dire là, mais je le rappelle quand même parce que c'est ce qu'on observe lorsqu'on accompagne les entreprises qui cherchent à adresser l'export. Donc, ça vaut le coup peut-être d'être rappelé. D'abord, savoir sur quelle zone géographique on va partir. C'est tout bête, mais aujourd'hui, notamment lorsqu'on cherche à adresser le segment militaire ou défense et sécurité, même de la sécurité civile d'ailleurs, aller vendre ou tenter de vendre dans des zones du monde, des pays qui sont dans des relations diplomatiques compliquées avec la France, c'est en soi une énorme difficulté parce qu'il y a de très fortes chances que vos matériels soient soumis à une réglementation export française, que ce soit les biens à double usage ou que ce soit des matériels de guerre, peu importe leur niveau de classification, mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un accord de l'État français. Et si on est avec un État avec lequel on est en grande difficulté diplomatique, on va utiliser cet euphémisme-là, vous n'aurez pas ces autorisations. Donc, en soi, la zone géographique peut être très séduisante parce qu'il y a, de votre point de vue, beaucoup de potentiel. Mais si vous cherchez à y placer des matériels de défense et sécurité, ça sera un no-go de la part de l'État français. Donc, ça doit rentrer dans le processus décisionnel de savoir quelles sont les zones géographiques que je dois adresser. La cartographie de la concurrence, elle est essentielle aussi. C'est que vous devez être en mesure de savoir avec qui vous battez. Et là aussi, on a vu récemment, à travers du programme SI Inside 2, que ce n'était pas toujours très clair dans la tête des entreprises qu'ils avaient en face. Donc, ça vaut le coup aussi de se poser et de savoir qui on affronte. Et dans le cadre, encore une fois, des matériels de défense et de sécurité, nous, on peut vous aider. Côté DGA, on a une certaine connaissance en toute modestie de ce qui peut se passer dans certains pays. Et puis, on a surtout nos réseaux des attachés de défense, des attachés d'armement dans les ambassades, qui peuvent aussi, parce qu'ils sont immergés en permanence dans l'écosystème local, donner des informations sur telle ou telle entreprise que vous soupçonnez, entre guillemets, de pouvoir s'aligner sur votre secteur. La visibilité commerciale, ça aussi, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais la qualité d'un site internet, ça ne vient pas comme ça. Le fait de le mettre en anglais dans un langage à peu près intelligible par un anglo-saxon, c'est aussi quelque chose qu'il faut s'attacher à faire. Et puis aujourd'hui, on le voit, nous les premiers, côté administration, plus rien n'est possible en termes de rayonnement sans une présence affirmée sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du jeu. Mais ce qui fait partie du jeu et qui demeure un atout, c'est forcément d'être sur des salons spécialisés. Alors, dans notre métier un peu particulier, c'est très
classique. Hein. Depuis de nombreuses années, les salons de l'armement et de défense et sécurité sont des événements incontournables. Alors, je parle de ça, mais on a passé quand même 2 années où ces salons ont été complètement annulés ou annihilés. Donc là, on a repris avec plaisir la route des salons avec le SOFINS qui vient de se terminer du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Mais pour parler des salons à l'international, il faut savoir que dans le cadre de notre démarche internationale, la DGA, le ministère des Armées, choisit des salons prioritaires de par le monde et il constitue, au travers d'un opérateur, ce qu'on appelle des pavillons France, qui fédèrent aussi bien les grosses que les petites entreprises, qui vont ensuite être les porte-étendards industriels français sur ce salon, qu'ils soient en Inde, en Indonésie ou autre. Et donc, c'est intéressant aussi que vous sachiez quels sont les salons, puisqu'ils sont planifiés 2 années à l'avance, quels sont les salons qui vont être poussés par l'État français, de manière à ce que vous puissiez bénéficier en tant que PME de soutien financier pour y disposer d'un stand. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que quand on est dans cet écosystème de la BITD, il est bon de savoir un petit peu quelle est l'approche et quelle est la stratégie de la France lorsqu'il s'agit de faire rayonner ces industriels sur ces salons ultra spécialisés, mais qui sont absolument indispensables pour être visibles sur certains marchés. Et puis, dernier point, mais ce n'est pas des moindres aussi, on parlait d'entreprise de la dualité, se pose quand même la question, mais ça rejoint le premier point. Quand vous avez la chance de disposer dans votre portefeuille de produits et des use cases aussi bien civils que défense, sur quoi vous allez vous positionner. Et donc là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Ce choix-là, il est forcément très corrélé avec la zone géographique que vous allez chercher à adresser. Encore une fois, il vaudra mieux aller vers du civil si vous êtes absolument certain qu'il y a un potentiel sur une zone géographique, à partir du moment où on voit bien que du côté secteur de la défense, de par les relations diplomatiques du moment, vous aurez forcément une interdiction stricte de l'État français d'exporter des produits de défense et de sécurité. Voilà. Alors, j'en viens maintenant sur les dispositifs d'appui que la DGA peut proposer. Alors, c'est un résumé. Hein. Je vous donnerai tout à l'heure les points de contact qui vous permettront de rentrer un peu plus en lien avec nous au cas par cas dans le cadre de dialogues bilatéraux. On pourra vous aiguiller vers d'autres dispositifs, mais j'ai essayé de retenir là les points qui pouvaient vraiment présenter un intérêt pour une PME. D'abord, je parlais tout à l'heure de rendre visibles les savoir-faire, c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé lors du dernier Bourget en 2019 le label utilisé par les armées françaises. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est simplement la possibilité pour un sous-traitant industriel, donc c'est quand même très réservé aux PME et aux ETI, qui interviennent dans ces grandes opérations d'armement pour le marché domestique en France, mais qui sont du coup invisibles, puisque intégrés, dont les produits plus précisément sont invisibles, puisqu'intégrés dans des grands systèmes. On a essayé de casser un petit peu ce principe-là et de faire donner une visibilité particulière à ces entreprises. Alors, de quelle manière? À partir du moment où un sous-ensemble, un produit est intégré dans un système d'armes complexe de type char Leclerc, Rafale, frégate, etc., que ça soit le moindre écrou ou le moindre boulon, à partir du moment où il est intégré sur un système d'armes, la PME peut faire une demande pour dire moi, ce produit-là, il a quand même il a quand même cet atout d'être intégré sur un système d'armes qui est connu, y compris à l'étranger. Je veux que ce produit bénéficie d'un label qui certifie qu'il est employé et du coup employé par les forces. Alors, je parle du cas le plus fréquent, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les PME et ETI sont des entreprises qui interviennent comme sous-traitants, mais ça peut aussi évidemment valoir pour des achats directs. Il y en a quand même, que le ministère des Armées achète en direct, notamment pour les produits de soutien. Hein. Là, je parle de système d'armes, mais on peut aussi adresser des vêtements, des rations de combat, etc. Donc, toute entreprise qui vend en direct au ministère des Armées et pas simplement dans la sphère armement, peut demander pour son produit. Alors là, j'insiste, hein, on ne labellise pas une entreprise.
on labellise le produit d'une entreprise. Ce qui permet ensuite à cette entreprise de faire valoir ce label. C'est un papier officiel, mais qui a surtout une symbologie propre. Hein, c'est le logo qui est là, dont les droits sont déposés. Donc, vous pouvez mettre ce logo sur un prospectus commercial, sur un stand. Au Sofins, j'ai vu plusieurs labels UAF d'ailleurs qui traînaient, entre guillemets, sur les stands. Et c'est bien parce que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est pour vraiment donner de la visibilité commerciale. Y compris lorsqu'il s'agit d'un dialogue d'avant-vente avec un prospect, vous avez tout à fait le droit d'utiliser ce label pour le produit concerné. Donc ça, on n'a rien inventé, hein, ce sont les anglo-saxons qui ont inventé ces concepts-là. On s'y est mis un peu tard, mais du coup, aujourd'hui, moi je vous incite hein, en tant que PME en ETI à nous submerger de demandes. On en est à 250 labels délivrés. Mais on demande qu'à en faire plus. Alors ensuite, deuxième point, toujours dans l'idée de rendre visible vos savoir-faire, on est souvent, et ça c'est plutôt la direction internationale chez nous, qui organise des conventions d'affaires ou des séminaires avec des institutionnels étrangers, l'équivalent de la DGA dans des pays amis, entre guillemets, ce qui nous permet de mettre en visibilité les entreprises de ces institutionnels. Le dernier qu'on a fait, ça s'appelait Defense Industry Days. C'était en distanciel, malheureusement, mais c'était nos camarades de Washington qui ont organisé des sessions de rencontres avec DoD américains et un panel d'entreprises de tout ordre et de toute taille, mais il y avait énormément de PME qui ont pu dialoguer en direct avec une agence d'acquisition du DoD américain. Donc, il faut être en veille de votre côté parce que notre agenda il se met à jour régulièrement et on cherche aussi à forcément avoir des entreprises qui ont de l'appétence pour tel ou tel pays dans le cadre de l'organisation de ces conventions d'affaires. Les déploiements de pavillons France sur certains salons, j'en ai parlé. Donc, sachez qu'en fait, le mécanisme, il fait que la DGA subventionne le coordinateur qui est en charge de mettre en œuvre ce pavillon, de manière à ce qu'il puisse revendre les prix au mètre carré, les prix des stands, avec une décote par rapport à ce que lui, le prix auquel il achète à l'organisateur du salon. Tout ça pour rendre beaucoup plus accessible l'achat de surface, notamment pour les PME et les ETI. Dans le cas où le salon n'est pas dans la roadmap France et qu'il n'y a pas de pavillon France en tant que tel, ça peut être le cas de salons secondaires et dans des pays qui peuvent vous intéresser, sachez que vous pouvez bénéficier d'une aide financière directe sous forme de subvention, toujours pareil, de manière à vous faire avoir une espèce d'amortisseur financier par rapport au prix du mètre carré sur certains donc ça aussi, ça fait partie des aides qu'il faut avoir en tête, notamment quand on débute un petit peu à l'export, qu'on veut limiter la casse d'un point de vue avant-vente, au coût de prospection. Ces aides individuelles de la DGA peuvent vous aider. Il y a aussi tout un bloc d'aides qui concerne le soutien de l'activité économique en tant que telle. Et là, il y a un dispositif qu'il faut que vous ayez aussi en tête, ce qui peut être excessivement intéressant, c'est ce qu'on appelle l'article 90, qui est un terme qui ne veut absolument rien dire pour les béotiens, mais en clair, c'est une avance remboursable du ministère des Armées, qui en fait permet de financer des variantes. Alors, on sait que dans certains cas, il y a des prospects qui souhaitent forcément un petit peu tordre le modèle que vous lui proposez et y rajouter des fonctionnalités ou en tout cas faire évoluer le produit. Donc, dans ce cas-là, vous avez souvent à financer, en tout cas sur vos deniers propres, ou en partie sur vos deniers propres des variantes, des évolutions de vos produits. Et donc, l'article 90 a été fondamentalement créé pour ça, c'est-à-dire dans une logique de partage du risque. L'État français va vous financer le coût de l'industrialisation, de prototypage de cette variante. Et puis, si le business se fait, vous le rembourserez. Si le business ne se fait pas, l'État s'assoit sur l'avance accordée
et puis on est quitte. Donc, c'est une logique assez vertueuse parce que c'est un dossier qu'il faut monter, évidemment. Il y a 3-4 mois d'instruction, mais à l'issue, si le dossier est accepté, on est vraiment dans une logique de partage de risque. D'abord parce qu'on croit à votre prospect et qu'on y croit tellement qu'on est prêt à renoncer à tout remboursement si le business ne se fait pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les aides individuelles à la prospection commerciale, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le fait de pouvoir bénéficier de subventions individuelles lorsqu'on participe à des salons qui ne sont pas dans le radar de la direction internationale chez nous. Ça peut être aussi d'autres natures de prospection commerciale parce que ça peut être, par exemple, très compliqué de se rendre à Bagdad, de circuler parce qu'il faut forcément une escorte, et donc c'est des coûts induits qui sont forts. Donc là aussi, vous pouvez parfois, dans des zones de ce type-là, demander des aides individuelles. En tout cas, ça vaut le coup de les demander. Après, elles peuvent être refusées, mais en tout cas, nous, la direction internationale a un budget pour accompagner les entreprises dans ce genre de démarche. Et puis, et surtout, on a aussi des programmes d'accompagnement sur lesquels des partenaires régionaux sont désignés, entre guillemets. Donc, c'est précisément ce qu'on fait en Bretagne depuis plusieurs années avec Bretagne Commerce International, où on s'appuie sur le savoir-faire de BCI pour faire bénéficier une grappe d'entreprises issues de la BITD, des entreprises qui ont un certain relief pour nous, parce qu'elles ont une certaine importance, tout est relatif, mais en tout cas, on souhaite les aider à se développer. Et donc là, on va financer ou cofinancer plus précisément aux côtés de BCI des programmes d'accompagnement individualisés qui vont concerner un groupe d'entreprises qui vont chacune bénéficier de l'appui d'un consultant qui va les aider, en l'occurrence, à tenter l'export au travers soit d'une diversification et donc chercher à adresser des marchés civils à l'export, soit s'appuyer sur ce qu'on sait faire au profit de la défense française et essayer de voir s'il ne peut pas y avoir des opportunités. Mais avant d'y aller, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut toute une certaine checklist, que toutes les cases soient cochées. Et donc, ce consultant peut vous aider à améliorer votre modèle avant de vous lancer. Voilà. Donc, ce sont des programmes, pour ce qui concerne la Bretagne en tout cas, qui marchent bien. Hein. Ça fait... on a lancé BCI Inside 2 il y a quelques mois. Il est en plein déploiement. Il concerne une quinzaine d'entreprises de la BITD régionale. Et je vais laisser la parole à Richard Forest, hein, qui est un des bénéficiaires de ce programme BCI Inside, qui vous explique un petit peu ce qu'il en tire au quotidien et quelles sont du coup les perspectives qu'il peut en tirer aussi. Voilà. Richard, est-ce que tu prends le relais? Oui, c'est bon pour moi. Donc Richard Forest, je suis effectivement le président de Sierre. Donc, c'est une société qui est encore relativement jeune, puisqu'on l'a créée en 2016, et dont le métier consiste à faire voler les bateaux, entre guillemets, c'est-à-dire nous équipons les navires entre 8 et 12 mètres pour l'instant, et bientôt un petit peu plus grand, de foils. Donc, les foils sont ces ailes sous-marines, là vous voyez à l'écran sur le côté, qui vont servir à élever le bateau légèrement au-dessus de l'eau de façon à s'affranchir de tous les chocs à la mer. Donc, les principaux bénéfices sont moins de chocs sur les vagues, moins de consommation de carburant, donc, ce qui va engendrer plus de vitesse. Donc, ce qui va intéresser dans le monde civil, ce qui va intéresser les utilisateurs, ça va être le grand confort, le fait d'être plus du tout secoué et d'avoir le dernier cri de la technologie. Donc, nous, on va adresser dans le civil plutôt aujourd'hui le secteur du luxe, du premium, et puis le transport professionnel. Et côté militaire, ce qui va être relativement intéressant, c'est lutter contre la traumatologie du soldat qui est embarqué à bord, du personnel qui est embarqué à bord. Et puis, comme on va économiser du carburant et aller plus vite, on va avoir un moyen de projeter les forces plus vite, plus loin, et donc dans de meilleures conditions.
Nous, nos premiers, donc l'entreprise est créée en 2016. En 2018, on rencontre les forces spéciales à Lorient, en Bretagne, puisqu'on est installé là-bas. Et puis, on concourt au SOFLAB, qui est un concours fait par les forces spéciales. Et Sierre est primé en 2018 pour cette technologie-là. Alors, à l'époque, on en avait, je pense, vendu seulement 3 bateaux. Donc, on était vraiment très, très en amont du projet. Alors déjà, phénomène intéressant, ça veut dire que l'armée sait regarder, pas forcément des produits hyper matures, mais sait aussi prendre des risques sur des produits en essence, hein, même si le foil, c'est centenaire. En tout cas, cette nouvelle version est plutôt récente. En 2019, on signe le premier contrat avec l'Agence Innovation Défense. Donc, effectivement, je confirme que l'AID est vraiment aujourd'hui un moyen de financer des projets d'innovation et pas de façon purement théorique, mais vraiment aux côtés des forces qui seront des utilisateurs. Nous, typiquement, le bateau que vous voyez à l'écran, c'est un bateau des forces spéciales qu'on a modifié, mais c'est un prototype. Jamais ce bateau sera vendu parce qu'il est encore loin d'être parfait, mais par contre, on a un contrat qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le développement et la technologie pour aller faire en sorte que ce système puisse s'adapter aux armées. Sur la photo que vous voyez, en fait, il faut imaginer que vous pouvez rétracter le foil. Donc, l'aile sous-marine que vous voyez, elle peut rentrer sous la coque et donc vous allez revenir à une coque normale, entre guillemets, un bateau standard et qui va permettre alors aux militaires de faire son métier, par exemple, pour aller faire des abordages. Donc contrat avec l'Agence Innovation Défense en 2019. Donc là, évidemment, identifié par la DGA comme étant une société à potentiel. Et donc aujourd'hui, je suis en relation très fréquemment avec l'équipe de Pierre Foulquier, qui est un appui au PME très très fort. Alors, je ne dis pas ça du tout parce que je fais le séminaire, je suis quelqu'un d'assez franc. Et nous, l'appui a vraiment été très très fort de la part de la DGA sur plusieurs thématiques. D'abord, faire naître le contrat d'expérimentation que vous voyez à l'écran. Deuxièmement, on a quand même été sollicité par la France pour déposer un appel à projet, pour déposer un projet justement à l'appel EDIDP, qui est la future agence européenne de défense, et donc il y a des millions d'euros sur la table pour des projets militaires. Donc c'est la DGA qui nous y a poussé. On a conçu avec les opérationnels un cahier des charges et c'est les équipes de Pierre Foulquier qui nous ont aidés à co-construire la réponse, puisqu'il y a, je ne vais pas m'épancher, mais il y a des aspects techniques que Sierre va gérer, mais il y a aussi des aspects étatiques, puisqu'il faut du support d'autres États. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très important, de se sentir aidé par la DGA. Deuxième chose, deuxième effet bénéfique, c'est qu'effectivement, en tant que jeune société, on va, j'espère, pouvoir bénéficier du nouveau fonds d'investissement créé par la DGA, le Fonds Innovation Défense, qui est dédié aux startups. Et puis, le troisième outil qu'on utilise, dans lequel on a été convié, c'est effectivement BCI Inside. Donc, nous, en tant que Bretons, on travaillait déjà avec BCI pour aller à l'international. Aujourd'hui, on a vendu une quinzaine de bateaux, dont quasiment tous à l'export. Mais aujourd'hui, on bénéficie d'un accompagnement un petit peu plus poussé qu'avant, enfin même nettement plus poussé qu'avant, puisqu'il y a un consultant de BCI, effectivement, qui nous challenge sur le business plan, qui nous challenge sur la techno, sur le positionnement marketing. Donc, moi, j'avais déjà souscrit à des assurances prospection avec la BPI, mais du coup, le dispositif BCI Inside est vraiment venu nous accompagner beaucoup plus dans la stratégie, et à tel point que du coup, à l'issue de ces réflexions, on a décidé en interne, donc là sans la DGA, sans même BCI, mais en tout cas on a ressenti le besoin de mener un audit de notre stratégie pour la repenser. Et donc ça, c'est issu de la réflexion avec BCI, sur lequel on sentait qu'on n'avait pas encore été parfait sur le positionnement international. Et du coup, maintenant, j'ai un intervenant qui est financé en très grande partie par la région pour aller mieux réfléchir à la stratégie duale civile et militaire. Autre chose, j'ai envie de dire que quand on va faire du business à l'international, des petites sociétés comme nous, aujourd'hui, nous, on n'est que 15. Aujourd'hui, je suis déficitaire dans mon compte de résultat. Je suis financé par des investisseurs. Mais pour faire du business dans le militaire, on est sur du moyen terme. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Pierre a parlé de la dualité, mais c'est indispensable. Donc, moi, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires arrive par le civil.
Et pour moi, le militaire, c'est demain. Donc, quand je dis demain, c'est 2025, 2030, je ne sais pas. Mais on sait que pour travailler pour le militaire, pour des petites entreprises sur des marchés très techno comme les nôtres, ça nécessite un fort investissement, donc que l'entreprise doit supporter évidemment sur ses fonds propres, mais aussi avec l'aide soit de l'Agence Innovation Défense ou soit en allant chercher des subventions. Et donc, si je reprends l'exemple du fameux projet que la DGA nous a demandé de déposer à l'Europe, on a eu l'extrême plaisir d'apprendre que notre projet a été retenu par EDIDP. Donc, la France, donc Sierre, se fait financer 100% d'un futur bateau sur foil pour les forces spéciales. Et tout ça, ça ne serait jamais né sans cette coopération qu'il y a vraiment eu entre Sierre et la DGA. Donc, j'ai envie de dire que quand on est identifié, donc c'est peut-être ça le plus difficile, c'est de se faire identifier, mais une fois qu'on est identifié, on est réellement accompagné. Et ce n'est pas de la langue de bois, c'est la grande muette n'est pas que muette, elle est très active. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, ce que je confirme, c'est que ce qu'a dit Pierre, c'est qu'effectivement, travailler pour les forces, ça nécessite une grosse exigence. Moi, chez moi, je suis, pour mes équipes, je suis monté d'un cran très clairement en termes d'exigence en interne, mais du coup, c'est salvateur pour l'entreprise parce que ça nous fait vraiment progresser. Je peux rajouter aussi un dernier point, c'est que moi, je vois vraiment la DGA comme un partenaire et ça se lie dans le contrat qu'on a signé avec eux, puisque finalement, Sierre reste propriétaire des brevets qu'on dépose là sur le bateau, là que vous voyez à l'écran. On a déposé 3 brevets, donc Sierre en reste propriétaire. Mais là où le contrat est, je trouve, très intelligent, c'est que la DGA nous a proposé de percevoir des royalties si jamais on venait à vendre ce genre de système. Donc finalement, c'est un effet vertueux qui est intelligent puisque nous, on a tout intérêt à bien travailler pour que ça fonctionne. Puis inversement, la DGA nous aide à promouvoir nos technos. Donc, c'est plus un travail, j'ai envie de dire, collaboratif qu'une relation client-fournisseur. Voilà. Ouais. Et donc, la mission BCI Insight va durer encore, je ne sais pas, Jacques, mais encore quelques mois. Voilà, pour poursuivre à l'export notamment. La mission dure jusqu'à la fin de l'année, donc merci pour ces 2 interventions. On a quelques questions qui s'adressent, une particulièrement à Pierre, concernant le label utilisé par les armées françaises. C'est comment est-ce que les produits doivent être absolument fabriqués en France pour bénéficier de ce label? Oui, bien sûr. Alors oui, ça ne coule pas de source, mais effectivement, on cherche à promouvoir le Made in France au travers de ce label, et notamment les schémas de revente de produits, même si ces produits sont customisés. On regarde tous les dossiers, évidemment, mais il y a peu de chances qu'on distribue un label si une grande partie de la valeur ajoutée n'est pas issue du territoire national. Donc, il y a quand même possibilité de le faire analyser, parce que la notion de quel pourcentage de valeur ajoutée est en France ou à l'étranger, c'est ça qui est à on y analyser. inspirera en tous les coups. D'accord, donc là, je pense que vous allez recevoir un dossier. Alors. Quel est le point d'entrée pour obtenir un avis sur les autorisations pour les zones export? Le point d'entrée, alors, on est passé un petit peu vite dessus. J'ai donné ici des contacts dans cette planche. Je ne sais pas si on les voit. On a un contact de proximité puisque la DGA a la chance d'avoir en région Bretagne un correspondant qui est les yeux, les oreilles du service des affaires industrielles de la DGA en Bretagne, c'est Julien Risetto. Et puis, pour contacter directement la sous-direction des PME, c'est les contacts qui sont là. Et donc, ce sont les 2 schémas, les 2 portes d'entrée auxquelles il faut taper. Et nous, derrière, on reroute la demande en fonction de la nature. Donc, en l'occurrence, s'il s'agit de classifier ou de classer par nom matériel, on fait ça avec des contacts qu'on a au sein de la direction internationale. Mais c'est les 2 portes d'entrée qu'il faut privilégier dans tous les cas pour s'il faut échanger avec nous, y compris sur des sujets comme ça. D'accord. Une autre question, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut avoir connaissance des rencontres organisées, des salons avec Pavillon France, disons le programme déjà qui a été exposé? Est-ce qu'il y a une information détaillée, une bête d'information auquel on peut s'abonner? Alors, il va y avoir. Alors, on a aujourd'hui un site institutionnel qui s'appelle XARM, qui est le portail de la DGA pour l'armement, dans lequel les PME ont un espace dédié. Donc, c'est xarm.com, www.xarm.com, et sur lequel les PME ont une rubrique à part entière qui leur est consacrée, y compris un agenda.
l'on tient régulièrement à jour des événements qui vont se produire, et notamment ceux-là. Donc, typiquement en Bretagne, en octobre, le prochain événement majeur concernant la BITD bretonne, c'est un PME Tour qui aura lieu mi-octobre, c'est le 18 octobre, sur le site de DGA Maîtrise de l'information à Bru, et pour lequel des invitations vont partir pour que le maximum d'entreprises soient présentes. Et donc ça peut être un événement sur lequel, je ne sais pas qui a posé la question, mais on pourra rencontrer. Donc l'idée, c'est que ces PME Tour, c'est une structure où le matin, il y a des plénières, différentes entités du ministère viennent passer des messages, et l'après-midi, il y a des B2B, des entretiens bilatéraux sur demande entre les différents sachants du ministère et les entreprises. Donc, XARM pour toute information sur cet agenda. D'accord. Et on a une dernière question. Est-ce que c'est un avantage de disposer d'une habilitation secret? C'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est souvent un mal nécessaire en fonction du projet que l'on cherche que l'on adresse, puisque d'abord les habilitations viennent par les projets. On n'est pas habilité a priori. La mécanique, c'est de par la nature des activités qu'on se voit confier, il faut entamer un processus d'habilitation. Mais ce n'est pas un avantage concurrentiel en tant que tel. On peut peut-être apporter un éclairage de CIR sur les deux questions. D'abord, sur les salons, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut rajouter. Ça fait partie de la communication dont parlait Pierre. CIR communique beaucoup, mais moi, je suis aussi beaucoup présent sur les réseaux réels, entre guillemets, pas que virtuels. C'est-à-dire, je suis membre du GICAN, CIR est membre d'Eden. Donc ça, c'est des grands vecteurs pour capter les appels à projets et les salons. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Faut sortir ça de son chez-soi. Et puis sur l'habilitation, CIR n'a jamais été habilité d'une quelconque façon. C'est vraiment le projet qui prime. Après, s'il y a des besoins de confidentialité ou autres, ils naîtront derrière. Mais c'est pas du tout… Nous, on n'a jamais été habilité avant. Ok, parfait. On a mordu un petit peu, mais c'était pour la bonne cause. Pierre, merci beaucoup. Richard également. Merci aux participants, auxquels je rappelle qu'ils peuvent circuler sur l'application Swapcard, ils peuvent circuler dans les différents webinaires. Si par hasard ils ne se sont pas inscrits et veulent y participer, ils peuvent encore le faire. Voilà. Donc encore grand merci pour cette intervention qui était extrêmement claire et qui, je crois, a apporté beaucoup de choses aux participants. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée également. Au revoir.